De sa visite en RDC, Ban Ki-moon n'a pas finalement reçu la délégation de l'opposition politique. Et cela a-t-il créé des frustrations? Le détail dans cette édition. Les parlementaires et experts de la SADC réfléchissent sur le changement climatique et le développement durable. Kinshasa les a accueillis pour 48 heures. Antenne A, le journal Jenny Valiante. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal sur Antenne A. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, sont arrivés aujourd'hui à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette visite intervient alors qu'une accalmie est observée à Mutao, dans la ville de Goma. Ban Ki-moon et Jim Yong Kim ont été accueillis par le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Selon le numéro 1 du Nord Kivu, cette visite traduit la volonté des Nations Unies de matérialiser la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba ainsi que la résolution 2098 créant la brigade d'intervention de la MONUSCO chargée de traquer les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Kim Yong Kim et Ban Ki-moon ont visité également l'hôpital Hill Africa qui prend en charge les femmes victimes des violences sexuelles. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, vous le savez, sont arrivés aujourd'hui à Goma. Mais hier, dans la soirée, les deux personnalités ont animé une conférence de presse conjointe au cours de laquelle le numéro 1 de la Banque mondiale a déclaré que son institution va accorder une aide financière de $1 million américains dans les Grands Lacs en vue d'appuyer les secteurs de l'énergie, l'agriculture et le commerce. Et Ban Ki-moon a lui déclaré qu'il faut plutôt approfondir les causes des conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Mami Tambou, Patricia Amoli et Pepito Matondo. Au cours de ces face-à-face avec la presse nationale et internationale, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, ont répondu à quelques préoccupations de journalistes concernant l'insécurité qui persiste dans l'est de la RDC avec les derniers développements sur le terrain entre les M23 et les FARDC. Ban Ki-moon a déclaré qu'il faut un cessez-le-feu et reprendre les négociations de Kampala comme seule voie de sortie à cette crise. Le patron de l'ONU a annoncé qu'il allait rencontrer d'autres autorités de la région de Grand Lac pour aborder la question. En rapport avec la brigade spéciale d'intervention de l'ONU, le Sud-Coréen a été clair dans ses propos. La force est en train de se mettre en place avec les recrutements des troupes. Il est, lui, venu évaluer la situation sur le terrain et, à son retour à New York, il fera un rapport au Conseil de sécurité qui pourra prendre des décisions. Et pour finir, Ban Ki-moon a parlé de la femme, de l'enfant, sans oublier des femmes victimes de violences sexuelles. Cette sorte de violence, a-t-il dit, est inacceptable. À Goma, où il est arrivé, une visite est programmée à l'hôpital Hill Africa pour apporter un message de soulagement aux femmes. Les populations de l'Est de la République démocratique du Congo ont souffert pendant longtemps. Ils ont besoin de sécurité, de la protection des droits de l'homme, de l'éducation et de l'emploi, a-t-il conclu. Je voulais dire que pour Ban Ki-moon, il faut plutôt s'attaquer aux causes profondes des conflits dans l'est de la République démocratique du Congo. Et pour l'opposition politique congolaise, déçue de n'avoir pas été reçue par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, lors de sa visite hier à Kinshasa, réaction d'un sénateur et un député national. Ils sont au micro de Sylvie Fortuné-Boula, Dorcas Mbombo, Blaise Londa. Arrivé à Kinshasa mercredi 22 mai dans la matinée, le secrétaire général des Nations Unies est venu rencontrer les autorités congolaises afin de trouver une solution à la crise qui sévit l'est de la RDC. Dans son agenda, l'opposition politique congolaise voulait profiter de cette occasion pour échanger avec Ban Ki-moon, mais cela n'a pas été possible. Nous ne sommes pas d'accord avec le secrétaire général des Nations Unies. Il arrive ici, il oublie complètement qu'il y a une opposition républicaine dans ce pays. L'opposition n'est pas là que pour se lamenter. L'opposition est là aussi pour apporter sa contribution afin que le problème que connaisse le pays puisse prendre fin. Mais le secrétaire général, quand il nous ignore complètement, qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'il ne vient pas pour régler les problèmes du Congo. Le secrétaire général, l'opposition a demandé
à le rencontrer pour lui remettre un mémo. Mais l'opposition n'est pas là pour accuser le pouvoir. L'opposition est là pour proposer des pistes de sortie afin que le Congo redevienne un pays normal sans trop de problèmes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, mais il faut que le secrétaire général soit sincère avec nous. Il sait que le pays est agressé par le Rwanda. Il veut aller voir le Rwanda dans la même visite avec le groupe. Mais ce n'est pas normal. Comment les Rwandais vont se sentir visés si le secrétaire général continue à les caresser dans le sens du poil? Mais pour l'honorable Michel Bongongo, rien n'est perdu. Il existe d'autres voies pour faire parvenir le message de l'opposition politique au secrétaire général de l'ONU. Selon les sources proches de la MONUSCO, l'opposition aurait introduit la lettre de demande d'audience en retard. Il n'était donc plus possible de modifier l'agenda des Ban Ki-moon. Quoi qu'il en soit, le retour de la paix en République démocratique du Congo reste le vœu de tous les Congolais. Par contre, pour le député de la majorité, Chadari, la présence de Ban Ki-moon à Kinshasa est un message fort en raison des atrocités commises dans l'est de la République démocratique du Congo et le fait qu'il soit accompagné du président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, justifie également qu'il n'y a pas de développement sans la paix. José Moussangana, Blaise Londa. Soutenu, Ban Ki-moon nous a dit clairement qu'il félicite les efforts fournis par le peuple congolais et ses dirigeants, notamment le président de la République, le Premier ministre, l'Assemblée, ainsi de suite. Il félicite pour tout ce que nous sommes en train de faire pour ramener la paix au Congo. Il dit qu'il va continuer à soutenir le Congo parce que maintenant il va visiter tous les grands lacs pour que la paix, la sécurité soit définitivement instaurée en RDC. Et c'est pourquoi il a amené le président de la Banque mondiale dans la délégation pour prouver une fois de plus que le développement ne peut pas aller sans paix ni sécurité. Est-ce qu'il a parlé du dialogue? Les parlementaires sont à l'école sur le changement climatique ce 23 mai 2013 au ministère des Affaires étrangères. Objectif de cet atelier, sensibiliser les élus du peuple sur le climat et la météo. Anne-Marie Ossite, Patricia Mouli, David Mbeni ont signé ce reportage. Ces assises de 2 jours réunissent les députés et sénateurs ainsi que la délégation de la SADC pour traiter les questions climatiques. Les participants ont la lourde tâche de dégager une stratégie globale pour atteindre les objectifs de développement des services climatiques non seulement au Congo, mais aussi pour la région. À l'issue des travaux du présent atelier, il est attendu que les participants aient compris combien il est impérieux de minimiser les faiblesses et les menaces pour examiner les bénéfices à tirer des forces et opportunités d'information climatologique. Le secrétaire exécutif de la SADC a déclaré que son institution travaille avec la RDC car considérée comme pays émergent dans la gestion de l'écosystème et du climat. Health sector benefits. Le secteur de la santé en profite, le secteur économique, le secteur de développement, de l'infrastructure, tous les secteurs, vous pouvez imaginer, profitent du changement climatique. Au nom du ministre des Affaires étrangères empêchées, le vice-ministre à la coopération internationale a ouvert cet atelier sous-régional. Les réseaux hydrographiques denses du bassin du Congo constituent un estimable potentiel d'énergie électrique propre vers lequel se tourne toute l'Afrique et les partenaires au développement. La clôture est prévue pour ce vendredi 24 mai 2013. Dans le cadre de la campagne nationale de communication sociale sur la décentralisation, le vice-ministre de l'Intérieur, Égide Ngokoso, accompagné par la cellule technique d'appui à la décentralisation, a planché ce jeudi 23 mai 2013 sur les 3D, entendez, décentralisation, démocratie et développement. Détail avec Eric Izani. Le contrat entre les sociétés Bouygues Énergie et Aginet concerne la fourniture des équipements de télécommunications et de l'ingénierie pour l'implantation des réseaux de télécommunications dans les enceintes de campus des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Les réseaux que nous allons déployer avec le concours de nos partenaires, Alcatel Lucent Enterprise, Bouygues Énergie Service, la Banque commerciale du Congo et d'autres encore,
sont des infrastructures de télécommunications qui serviront de support à un nombre de plus en plus croissant d'applications informatiques qui permettront à nos établissements de l'enseignement supérieur de rehausser la qualité de notre formation et de leur permettre d'entrer de manière efficace et compétitive dans le monde de l'excellence. Pour les partenaires, ce projet pilote est d'une grande importance. Après avoir sélectionné plusieurs dossiers, je pense que l'offre du business partner Alcatel-Lucent et les produits Alcatel-Lucent ont répondu avec beaucoup d'attention à ces attentes. Pour les représentants de l'ISC et l'ISP, ces projets tombent à point nommé. Mon institution, qui fait partie des rares établissements de la ville de Kinshasa, appelée à vivre au propre et au figuré la révolution de la modernité à travers la convention avec Aginet. C'est à l'ISP Gombe où nous devons former les enseignants dans l'enseignement qui intègre l'éthique, donc les nouvelles technologies de l'information. L'aboutissement de ces contrats est un signe de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Nos machines sont allées très vite en besogne. Vous venez là donc de suivre la signature d'un contrat d'informatisation de quelques universités entre Bouygues Énergie et Aginet Esperel. Parlons santé, dans ce journal, le monde entier a célébré la journée internationale de la fistule ce jeudi 23 mai 2013 et en République démocratique du Congo. Les participants à la cérémonie de lancement de cette campagne lancée par le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique ont réfléchi sur les possibilités d'élimination de la fistule. Willy Kacha pour les détails. La fistule est une maladie qui tue et bon nombre de femmes sont victimes de ces fléaux en République démocratique du Congo. À ce jour, le gouvernement à travers le ministère de la Santé et les partenaires réfléchissent déjà sur des stratégies à mettre sur pied pour éliminer cette maladie qui ne cesse de semer la désolation d'un bon nombre de foyers, comme le témoignent ces dames autrefois victimes. C'est une situation très pénible pour la femme. La fistule nous ridiculise dans la communauté et même dans nos foyers. Une fois même, je fais le tour de la province du Bandundu pour chercher la guérison, mais en vain. À mon retour à Kinshasa, Dieu a fait grâce, je me porte bien aujourd'hui. Ma camion s'est bien passé une opération le 11 mai 2012. L'État congolais doit continuer à aider la femme congolaise victime de la fistule. C'est dur parce que cette situation m'a fait souffrir au point même que j'ai perdu mon mariage. Pour le compte du gouvernement, les ministres du genre, famille et celui de la santé ont été représentés à cette cérémonie du lancement de la campagne pour la lutte contre la fistule par leurs proches collaborateurs. Ces derniers ont à tour de rôle communiqué à l'assistance les soucis du gouvernement pour l'éradication de cette maladie en RDC, car, ont-ils renchéri, la fistule obstétricale est une double cause de tristesse. Les femmes perdent non seulement leurs enfants, mais aussi leur dignité. Pour ce faire, l'INFBA espère que la présente campagne rendra à terme la fistule aussi rare en Afrique, en Asie et dans d'autres régions du monde. Parlons-y encore, nous nous sommes intéressés aux causes ainsi qu'au traitement de la fistule. Voilà pourquoi nos reporters sont allés à l'hôpital Saint-Joseph de Limete, qui est l'un des centres hospitaliers qui soignent la fistule obstétricale. Nadine Galoula, Willy Kacha. La fistule est une affection curable qui résulte d'une communication anormale entre la vessie et le rectum. Elle se caractérise par une lésion qui survient parfois après l'accouchement. Cette maladie est généralement causée par un travail prolongé et difficile, parfois de plusieurs jours, sans intervention médicale appropriée. Ces effets sont souvent tragiques et dévastateurs. Les bébés meurent dans la plupart des cas. La mère souffre d'une incontinence chronique. Oui, la fistule obstétricale est d'origine obstétricale, comme son nom l'indique, c'est-à-dire liée à un accouchement difficile. La tête de l'enfant, pendant l'accouchement, est restée bloquée longtemps dans le bassin de la mère et ça a coincé la vessie contre l'os. Et pendant ce moment,
la circulation du sang ne se fait pas correctement, la partie de la vessie qui est coincée va tomber et il va se former un trou entre la vessie et les voies génitales. Et les urines, au lieu de sortir par la voie normale, vont sortir par les voies génitales, ce qui est anormal. Donc la cause ici de cette fistule-là est obstétricale. Et la fistule est guérissable. Vous avez vu, comme je vous ai dit, la genèse. Quand la tête de l'enfant reste longtemps, normalement on doit pratiquer la césarienne pour sauver cet enfant et sa mère. Le traitement préventif est la césarienne. Mais lorsque le trou s'est formé, le trou ne peut se former que par la chirurgie. À ce jour, plus de 2500 femmes ont bénéficié d'une réparation chirurgicale de leur fistule et environ 80% d'entre elles en sont guéries depuis 2006. Le secrétariat général à la santé publique, en collaboration avec l'UNFPA et l'UNICEF, a organisé un atelier de renforcement des capacités, un atelier d'orientation sur la réponse au VIH, la santé des jeunes et adolescents à partir de ce jeudi 23 mai 2013. Objectif de cet atelier, stopper la prolifération du VIH, la mortalité maternelle et les grossesses non désirables. Anne-Marie Ossite, Patricia Bassois et Anna Kell sur les images de Pepito Matondo. En attendant le document unique qui devra répondre aux besoins de jeunes de 21 pays d'Afrique orientale et australe, cet atelier a pour objectif d'améliorer la réponse au VIH et aux problèmes de santé sexuelle et de reproduction de jeunes en République démocratique du Congo. Il s'agira aussi de partager les informations sur les nouvelles orientations internationales en rapport avec les questions liées aux jeunes. Il est vrai que de tous les problèmes que les jeunes ont, il faut une prise en charge. Et donc, de cette prise en charge, il y a deux réponses qu'il faut apporter. Et donc, l'atelier d'aujourd'hui, c'est un atelier pratiquement que je peux appeler entre autres de revues. Donc, chaque ministère qui prend en charge le jeune devait donner les différentes réponses, c'est-à-dire dire d'une manière assez concrète quel paquet de services il offre pour prendre en charge les adolescents et les jeunes. Fidèle à son mandat, à la croisée de l'éducation, la science, de la culture et de la communication, l'action stratégique de l'UNESCO porte notamment sur l'apprentissage dans des environnements éducatifs formels, les activités éducatives non formelles, ainsi que la communication par les médias de masse et les canaux communautaires. Dixit Gabriel Sakala. De l'éducation sexuelle compréhensive qui englobe un peu tout, de les approches de manière holistique, qui tient compte de la culture, qui tient compte de données scientifiques correctes et qui tient compte de la meilleure manière de communiquer ou d'éduquer. Toutes les recommandations qui seront formulées à l'issue de cet atelier devront résoudre la problématique du VIH d'ici 2015. Changeons de chapitre. L'avenue Mont des Arts, comprise entre les avenues Libération et Huilery, fera peau neuve dans les tout prochains jours. Et c'est la société Afrimex qui exécute les travaux de réhabilitation de cette chaussée. Et ce, à la satisfaction de ses usagers. Sage Djambalamba, Maxime Ngongo, Mami Tambou et Juzan Belebele et Mathieu Ngadipovi. C'est depuis le mois de mars dernier que les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenue Mont des Arts ont repris et s'accélèrent au fil du jour. Conscient de l'état de délabrement dans lequel se trouve cette route, l'exécutif provincial de Kinshasa est déterminé à conduire ces travaux à terme. Ces travaux qui vont s'étendre sur le tronçon compris entre l'avenue de la Libération, ex-24 novembre et Ouangata, soit 2 km de route, sont financés par le gouvernement provincial et exécutés par la société Safrimex sous le contrôle de l'OVD et de la BTC. Il concerne la réfection de la chaussée, l'aménagement des caniveaux, des accotements et de parkings. Soulignons par ailleurs que la réhabilitation et la modernisation de cette route sont une réponse de l'exécutif provincial à l'indignation de riverains suite à la dégradation continue de cette avenue qui peut du reste désengorger l'avenue de la Libération. Une page noire dans ce journal. Décédé en Afrique du Sud le 10 mai dernier, le corps de l'ex-entraîneur principal des Léopards basket, Ngoyi Wangoy, est arrivé à Kinshasa. Les détails avec Patrick Borel-Mukendi. Le monde de la balle au panier de l'RDC est endeuillé depuis le vendredi 10 mai en Afrique du Sud avec la disparition de l'ex-entraîneur principal des Léopards et actuellement 4e vice-président de la FEBACO, Théo Ngoyi Wangoy. Sur place à Kinshasa, sa famille biologique, ensemble avec le mouvement sportif, s'active pour lui rendre un hommage suprême. Nous saluons notamment les efforts de certains membres de la fédération
en l'occurrence le président Lufuma, Moatad, qui se sont activés de leur propre effort pour pouvoir contribuer au rapatriement du corps. Si bien qu'ils ont payé à plus de 70% de ce qui était prévu pour le rapatriement du corps. Et nous nous sommes organisés dans la famille pour que nous aurions bien voulu à ce que les obsèques soient dans la stricte intimité familiale. Mais ils nous ont persuadé que votre papa avait une dimension nationale et internationale. Mais jusqu'à présent, les frais relatifs à ces obsèques ne sont pas encore débloqués au niveau du gouvernement. Sous son égide, la RDC Exaïe a remporté beaucoup de sacres dans plusieurs compétitions continentales et mondiales. 3 titres africains et 2 coupes de Jeux africains. Ngoy nous quitte alors que le basket en perte de vitesse avait besoin de son expertise. Que son âme repose en paix. Et à l'Open international de Kinshasa se joue ce soir au Cercle de Kinshasa l'étape des demi-finales. Nous sommes là en sport avec Papi Katassi et Rigo Molopo. Les quarts de finale de l'Open international de Kinshasa ont donné leur verdict le mercredi 22 mai. Aboma Indondo Di Igwe a écarté Bebel Babi Besombi par abandon 6-0, 6-0 au grand bonheur de son sponsor, la Banque commerciale du Congo. Jusqu'à présent, il n'y a rien à dire, sauf peut-être techniquement son premier service qu'il doit un peu améliorer parce qu'au fur et à mesure que les tours passent, il va être confronté à des adversaires évidemment techniquement plus forts. Je pense que maintenant les choses sérieuses vont vraiment commencer demain avec la demi-finale. Demain c'est la demi-finale. Et puis j'espère que samedi sera en finale. Donc les grands commentaires, ce sera pour samedi. Bokata Pavé a bien réagi face au numéro 1 gabonais, Moumou Kassa en 2-7, soit 6-4, 6-3. J'ai mal débordé au premier set. J'étais vraiment absent. Et je me suis rattrapé et j'ai remonté à 3G partout. Et je l'ai fait 6-4. Les 2 autres quarts de finale ont vu les tenants du titre Toubi Besombi qualifié facilement face à Chimanga en 2-7, soit 6-1, 6-4. Le numéro 1 ougandais Mugabe Duncan a marché sur Rigen Waku en 2-7, soit 6-2, 6-3. Chez les dames, Onya a eu raison de Tandrine en 2-7, soit 6-2, 6-1. En demi-finale, Pavé Bokata rencontrera Duncan Mugabe de l'Ouganda, tandis que Toubi Besombi rencontrera Indondo Aboma Di Igwe. Un communiqué de presse de l'UNPC avant de boucler complètement ce journal. L'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, en sigle par sa commission de discipline et d'éthique professionnelle appelée Tribunal des pairs, informe à l'opinion qu'elle procède ce vendredi 24 mai 2013 à l'ouverture de l'instruction préliminaire de 4 éditeurs accusés de tentative d'escroquerie par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, c'est signé secrétariat général de l'UNPC. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci aux 2 capitales les plus proches, Kinshasa et Brazzaville, de nous avoir suivis. L'information continue sur www.antenne-atv.com. Merci à vous tous qui nous suivez en République démocratique du Congo. Bonsoir.